Passe en retrait à l'avant-centre qui tire et c'est le but. Ça, c'est ce qui se passe dans la tête d'Alex quand il comprend enfin la règle d'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Quel que soit le niveau ou la matière, Academia propose toute l'année dans ses 110 centres des cours collectifs hebdomadaires pour revoir les notions clés et travailler la méthodologie. Appelez-nous ou renseignez-vous sur academia.fr. Academia. Comprendre, ça s'apprend. Bonjour à tous, c'est Olivier Duhamel de retour pour l'épisode 4 de notre série podcastique Nos présidents dans la tourmente. Et aujourd'hui, François Mitterrand, alors lui des tourmentes, Dieu sait qu'il en a connu, mais cet artiste de la politique à chaque fois s'en est sorti. Je ne me retirerai pas. Ici on est pour se rassembler entre gilets jaunes. Alors, vous allez nous en parler de cette affaire de diamant? Je vous ai dit ce que j'avais à dire. De l'autre barricade, et maintenant les barricades sont en feu. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Donc avec Carla, nous avons décidé d'assumer. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur ce sujet. Enfin, 10 mai 1981, enfin, celui qui a été candidat en 1965 et qui avait contribué à mettre le général de Gaulle en ballottage, sans plus. Celui qui avait été écarté en 1969. Celui qui avait reconquis le Parti Socialiste, conquis le Parti Socialiste en 1971. Celui qui avait été battu sur le fil par Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Ça y est, il a gagné. Écoutez l'ambiance à la Bastille. La Bastille avait hier soir des airs de 14 juillet et les chansons à boire alternaient avec l'Internationale. Bien sûr, on entendait aussi des slogans politiques. Giscard au chômage, Giscard salaud, le peuple a eu ta peau. Et cette nouvelle version d'Au feu les pompiers, au feu les diamants. Vers 11h30, un groupe de socialistes, la rose au poing, croise un groupe de communistes banderole en tête. Les socialistes scandent « On a gagné » et les communistes, avec un sourire ironique, reprennent en chœur « On va gagner ». Sur la place de la Bastille, la fête prend par moments des allures de monôme étudiant. Et au moment où l'orage éclate, une jeune et jolie femme, perdue dans la foule, lance « Ce sont les larmes de Giscard ». C'était Gilles Rabine, reportage à Europe 1. On vous l'avait dit dans l'épisode précédent que l'affaire des diamants, elle avait pesé. Cela dit, pour François Mitterrand, cette victoire vient de beaucoup plus loin. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, forces de création, forces du renouveau qui se sont rassemblées dans un grand élan national pour l'emploi, la paix, la liberté, thèmes qui furent ceux de ma campagne présidentielle et qui demeureront ceux de mon septennat. C'est un discours qui a été prononcé depuis l'hôtel du Morvan où il attendait les résultats. Je peux vous raconter que quand il était dans sa chambre, il avait donné à quelques-uns de ses proches qui étaient là, dont Jean Glavany qui m'en a fait le récit, un bout de papier et il leur avait dit « Écrivez-moi quelques phrases pour ma première déclaration ». Et puis il était revenu une demi-heure après, il a dit « C'est nul », enfin en tout cas quelque chose qui correspondait à ça. Il a pris le papier, il a écrit les phrases qu'on vient d'entendre. Alors au début, tout va très 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 bien. C'est magnifique au moment de son élection. Il a 74% de confiance sur le baromètre Sofres de l'époque. Ce sont les premières mesures qui sont largement approuvées ou en tout cas acceptées. L'abolition de la peine de mort, les 39 heures payées 40, la retraite à 60 ans, les nationalisations. Et puis, comme toujours, ça va se dégrader. Et puis, à partir de mars 1983, ce sera la politique de rigueur. Et déjà, la popularité va baisser. En décembre 81, il est tombé à 57. C'est juste la fin de l'état de grâce, c'est encore une belle popularité. En décembre 82, ils ne sont plus que 49%. En décembre 83, ils ne sont plus que 46%. Et là, il veut mettre en œuvre une autre promesse de campagne, qui est la réforme de l'école libre, disent ses partisans, privée, disent ses adversaires, de l'école catholique, qui a un enseignement à part, sous contrat avec l'éducation nationale, mais à part de l'éducation nationale. Dans une proposition de Mitterrand, il y avait la création d'un SPULEN, d'un service public
unifié laïque de l'éducation nationale, donc l'intégration de l'école privée, principalement catholique, dans l'ensemble de l'école publique. Et là, il y a eu de très très longues négociations avec les représentants de l'Église, jusqu'à ce que des députés socialistes modifient l'accord final en introduisant des amendements qui durcissait l'intégration, qui interdisait, pour prendre un exemple, la création d'écoles maternelles autres que strictement et intégralement publiques. Et c'est ce qui a déclenché la fureur et l'augmentation du nombre des manifestants. Cette manifestation, toutes les pancartes le montrent, elle a le sens très clair de Françaises et de Français qui sont profondément attachés à cette liberté essentielle et qui manifestent non seulement leur désapprobation, mais leur refus total de voir porter atteinte à cette liberté. Et je pense qu'on ne fait pas une manifestation de centaines de milliers, de plus d'1 million de personnes, simplement pour des raisons politiques ou sans qu'il y ait de la part de tous ceux qui y participent une motivation extrêmement profonde et qui devrait amener le gouvernement à réfléchir. Et alors là, François Mitterrand décide de faire marche arrière, mais de faire marche arrière à la Mitterrand, dans un truc extraordinairement alambiqué. Il annonce que, pour l'instant, on laisse tomber la loi Savary, donc démission de Alain Savary, le ministre de l'Éducation nationale, démission de Pierre Mauroy, Premier ministre, qui va être remplacé par Laurent Fabius, et il annonce qu'il est d'accord pour faire un référendum, comme le demande l'opposition, mais pour faire un référendum, dit-il, il faut modifier la Constitution. Donc, il faut d'abord faire un référendum sur le référendum. Pas grand monde y comprend quelque chose. Hein. Le lendemain, François article référendum sur l'école, ce qui est complètement faux. C'était référendum sur le référendum pour un éventuel référendum sur l'école. Et puis bien sûr, la droite n'a pas voté le référendum sur le référendum puisque c'est Mitterrand qui proposait le référendum sur le référendum et du coup, il n'y a pas eu de référendum sur l'école. Bon, alors ça calme le jeu, mais quand même, il reste extrêmement impopulaire. En décembre 1984, il est tombé à 36. 74 en mai 81, 36% de confiance en décembre 1984. C'est clair que la gauche va perdre les élections législatives de mars 1986. C'est clair. Alors là, Mitterrand, l'artiste, dit « Bon, qu'est-ce que je vais faire ? Il faut que je les perde le moins possible. Donc, je vais changer le mode de scrutin, je vais introduire la proportionnelle et ça va limiter la casse. » Les élections législatives ont lieu, comme prévu, la droite gagne, et donc, en mars 1986, commence cet épisode totalement inédit sous la Ve République, et en vérité dans notre histoire, puisque avant le président n'avait pas du tout le poids qu'il a acquis avec l'élection directe par le peuple. Donc, la cohabitation, puisque c'est le mot qui va s'imposer, entre un président de la République d'une couleur politique, en l'espèce de gauche, et une majorité à l'Assemblée, donc un gouvernement et son Premier ministre, en l'espèce de droite, avec Jacques Chirac. Alors que faire lorsqu'on a un président de la République d'un camp et une majorité de députés de l'autre ? Écoutez, ça s'est produit dans notre histoire sous la Troisième République. Et c'était la grande crise de 1877, ça a terminé par la démission du président, MacMahon. Ça s'est produit en 1924, et ça s'est terminé par la démission du président. À chaque fois, la gauche a obtenu la démission du président. Là, la droite pourrait vouloir obtenir la démission du président, sauf que sa majorité est très fragile et qu'il n'y aura pas une majorité pour forcer à la démission. Et du coup, le problème va être comment ajuster les choses. Qu'est-ce qui relève du président de la République ? Chef des armées, responsable de la politique étrangère, du respect de nos engagements internationaux, du bon fonctionnement des institutions. Qu'est-ce qui relève du Premier ministre et du gouvernement, dont la Constitution dit qu'il détermine la politique de la France, le gouvernement, et c'est le Premier ministre qui le dirige. Il va donc falloir que ces deux pouvoirs s'ajustent sur qui décide de quoi. Et donc pour cela, la première prérogative du président, c'est le choix du Premier ministre. Ce choix lui est imposé, mais il fait comme s'il le décidait. La majorité est faible numériquement, mais elle existe. C'est donc dans ces rangs que j'appellerai demain la personnalité que j'aurai choisie pour former le gouvernement selon l'article 8 de la Constitution. Je mesure l'importance du changement qu'implique dans notre démocratie
l'arrivée aux responsabilités d'une majorité politique dont les choix diffèrent sur des points essentiels de ceux du président de la République. Il n'y a de réponse à cette question que dans le respect scrupuleux de nos institutions et dans la volonté commune de placer au-dessus de tout l'intérêt national. Quel talent quand même. La majorité est faible numériquement. Bien sûr qu'elle est faible numériquement, il a fait la proportionnelle pour ça. J'appellerai demain la personnalité que j'aurais choisie. La bonne blague, la personnalité qu'il aura choisie. Évidemment que ça ne peut être que Jacques Chirac, puisque RPR et UDF exigent que ce soit Jacques Chirac. Mais comme l'article 8 dit que c'est le président qui choisit, Mitterrand fait semblant d'avoir le choix pour déjà marquer sa prérogative présidentielle. Et enfin, une seule solution, le respect scrupuleux de nos institutions. Mitterrand est très content, il reste, et Jacques Chirac est très content aussi, il devient Premier ministre. Pour François Mitterrand, c'est immédiatement un retour de popularité. Écoutez, en mars 1986, 46% de confiance. En avril 1986, 56%. En un mois, puisqu'il y a un mois qui sépare chaque baromètre Sofres, il prend 10 points de popularité et ça ne bougera plus. C'est-à-dire que tout au long des années qui viennent, à l'époque, 86, 87, jusqu'à la présidentielle de mai 88, le taux de confiance se promène entre 55 et 62%. Il est massivement approuvé par les Français parce qu'il joue son rôle de père de la nation, de président de la République. Dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Il y a quelques accros dans des sommets européens ou des conférences de presse. Une fois, il y a Jacques Chirac qui veut répondre à une question qui lui a été adressée directement. Mitterrand coupe la parole, il dit « Vous permettez ». Et du coup, Chirac, à la fin, il ira même plus à ses conférences de presse tellement ça l'énerve. Bref, ça se passe bien, mais à un moment donné, il y a une crise. Je l'explique en 2 mots. Pour prendre des lois, vous avez 2 solutions. La solution normale, vous faites voter le Parlement et l'Assemblée nationale a le dernier mot et vote la loi. Et puis vous avez une autre possibilité, c'est que le Parlement délègue au gouvernement le droit de prendre des mesures qui normalement sont du domaine de la loi par ordonnance. Et pour aller plus vite, Jacques Chirac s'est fait déléguer par ordonnance le pouvoir de changer le mode de scrutin, d'effectuer des privatisations et tout ça. Mais petit hic, les ordonnances doivent être à la fin signées par le président de la République. Alors question, est-ce que le président de la République est obligé de signer les ordonnances ou est-ce qu'il n'est pas obligé de signer les ordonnances? Alors ce qui est très drôle, c'est que toujours la gauche disait « Ah ben il est obligé », puisque la gauche était pro-parlement et contre l'exécutif, et ça depuis la Révolution française. Et puis avec De Gaulle, la droite disait « Mais pas du tout, le président de la République signe ou ne signe pas les décrets et les ordonnances ». Et là on est à front renversé. Mitterrand prend l'interprétation de Gaulle, parce que ça l'arrange, ça lui donne du pouvoir, et la droite hurle, mais non, il est obligé, reprenant l'interprétation de la gauche. Comme quoi, les politiques, leurs idées constitutionnelles varient en fonction de ce qui les arrange. C'est pas nouveau, mais là, c'est flagrant. Jacques Chirac, d'aucuns lui conseillent d'aller à l'affrontement total, à dire que dans ces conditions, soit il démissionne pour provoquer des élections, soit il traduit le président de la République en haute trahison pour violation de la Constitution. Jacques Chirac refuse le clash, cède et décide qu'il prendra la voie normale de la loi. Donc, il y a eu une crise qui s'est soldée par le recul de Jacques Chirac et l'affirmation des prérogatives présidentielles par François Mitterrand. Et au bout de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au bout de l'histoire, ces 2 protagonistes de la cohabitation, François Mitterrand et Jacques Chirac, s'affrontent à l'élection présidentielle et de Jacques Chirac, François Mitterrand ne fait qu'une bouchée. Voilà comment il a résisté aux 2 tourmentes finalement principales de son mandat, celle de l'école dite libre par ses partisans, dite privée par ses adversaires, où il a eu une reculade sous forme de fausse avancée de référendum sur le référendum sans référendum, qu'on vous a raconté, et puis une deuxième crise potentielle en cas de cohabitation, qu'il a annulée par avance en changeant le mode de scrutin, qu'il a surmonté ensuite en exigeant le respect des prérogatives
maximales de la présidence de la République telles que De Gaulle les avait affirmées. Et donc François Mitterrand, le grand pourfendeur de la Constitution de 58, l'auteur du coup d'État permanent en 1964, a utilisé à plein les ressources de notre Constitution, moyennant quoi il a été réélu. Il aura fait 2 mandats présidentiels de 7 ans, 14 ans, record absolu. Et la deuxième cohabitation avec Balladur se passera sans problème. Enfin, sans problème pour lui, ce sera plus une cohabitation entre Balladur et Chirac. Mais ça, c'est une autre histoire. Prochain épisode, Jacques Chirac qui n'avait pas dit son dernier mot. Vous venez d'écouter Nos présidents dans la tourmente, épisode 4 de notre série podcastique, une production Europe 1 Studio, avec Olivier Duhamel au micro et à l'écriture, à la réalisation Thomas Caillet, à la préparation Paul Lassène, Claire Azan et Fanny Rascle. Un immense merci au service documentation d'Europe 1. Et vous pouvez écouter la suite, ou réécouter ce qui précède d'ailleurs, sur europe1.fr, Apple Podcast et toutes vos plateformes habituelles. À très vite.